Bonjour. Voilà. Bienvenue. Merci à vous tous d'être là. Merci de cet auditoire nombreux et impressionnant pour cette nouvelle leçon d'Amos Gitaï que je vais avoir le plaisir de partager avec vous et avec lui. Je voulais aussi saluer Florence Terrasriou et Sabine Cassard qui ont rendu possible tout ça et qui ont beaucoup travaillé. Vous m'entendez pas? Je ne sais rien faire avec ce micro. Si, c'est bon. Monsieur trouve que c'est bon. OK. La séance d'aujourd'hui va être construite et déconstruite, comme Amos aime à le faire, autour de quelque chose qui s'appelle Kippour. Kippour, en l'occurrence, désignant à la fois un événement historique, la guerre de Kippour en 1973, à laquelle Amos Gitaï a participé, qui joue un rôle décisif dans sa biographie, dans son parcours et personnel et d'artiste, d'auteur. Et à partir de là, les effets, pourrait-on dire, de ce qu'il a vécu pendant la guerre de Kippour et qui va atteindre une sorte de sommet ou de traduction aussi largement partagée de manière publique, qui est un film qui s'appelle lui aussi Kippour, qu'il va réaliser et que nous découvrirons au Festival de Cannes 2000, en l'année 2000, donc un quart de siècle, plus d'un quart de siècle entre les deux, de vie, de travail, de parcours vers et dans le cinéma, mais aussi de rapport au monde. Et c'est donc en s'appuyant sur ces deux repères qui portent le même nom qu'on va essayer de cheminer aujourd'hui ensemble. Amos, est-ce que tu souhaites réagir par rapport à ça ou est-ce qu'on regarde tout de suite quelque chose? Bonjour à nouveau. Merci Jean-Michel d'être avec moi aujourd'hui. C'est vrai que on peut, pour revenir à certaines choses qu'on a dites dans les semaines précédentes, Kippour, que mon histoire biographique, je vais faire un petit esquisse de mon histoire biographique liée à ce film. C'est aussi, Jean-Michel, je te dis pour la première fois, c'est aussi une trilogie, dans quelque façon. Parce qu'on a parlé dans les séances précédentes de cette, disons, stratégie filmographique ou cinématographique, que comme le Moyen-Orient est très complexe, il ne demande pas un regard unique, mais plusieurs regards. J'ai fait référence l'autre jour à mon métier d'architecte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une table. Le minimum de soutien, de support pour les tables, c'est 3 pieds. Alors, trilogie. Le premier, c'était des tournages que j'ai fait pendant la guerre, de films Super 8, qu'on va parler tout à l'heure, on va montrer. Le deuxième, c'était un film documentaire qui s'appelle Souvenirs de guerre. Et le troisième, c'est Kippour. Alors, pour revenir à ce projet initial, c'est-à-dire la guerre de Kippour, comme vous savez, a commencé en octobre 1973, le 6 octobre 1973, qui est tombé sur le jour de Kippour. Le jour de Kippour en Israël, c'est un jour très silencieux. Même les gens qui ne sont pas très religieux n'utilisent pas la voiture. D'ailleurs, c'est un jour que j'aime beaucoup en Israël. On écoute pour une fois les oiseaux. Les enfants font de roller skating sur la rue principale. Il n'y a pas de voiture. Et même moi, que je ne suis pas religieux, je ne prends pas la voiture parce que je trouve que c'est un phénomène. C'est comme il y a une sorte de grand filtre sonore qui tombe sur ce pays. Alors, le jour de Kippour, 1973, moi j'avais 23 ans.
j'étais déjà dans l'école d'architecture. J'étais étudiant d'architecture. Et alors, dans ce contexte de jours, à peu près comme aujourd'hui, à Paris, entre soleil, un peu cloudy, mais à 14 heures, il y avait les sirènes, et ça commençait comme il y avait une sorte de chaos et hystérie générale qui tombait le jour de Kippour en Israël. Le contexte historique, c'est-à-dire qu'il y avait une attaque coordonnée par l'Égypte et la Syrie. L'armée égyptienne commençait de bombarder le canal de Suez et fait de percées sur les lignes israéliennes. Et les Syriens, ils ont attaqué les Golan et ils ont avancé pas mal. Ils sont presque arrivés jusqu'au lac de Galilée avec une certaine vitesse. Et Israël, de 1973, 6 ans après la guerre des 6 jours, dans laquelle il y avait cette victoire qui a saisi tous les territoires de Cisjordanie, la Sinaï et le Golan, était dans une phase d'euphorie mystique, on peut dire mystique, et il n'a pas senti la nécessité de faire aucun accord politique. Et d'ailleurs, comme je dis dans le speech inaugural, ce n'est pas très loin de phase d'aujourd'hui. C'est pour ça que ça m'inquiète, l'attitude du pouvoir israélien aujourd'hui. Je ne vais pas vous fatiguer avec toute l'histoire, toute mon histoire. Alors, moi, j'ai étudié en architecture. Alors, je sens, comme tous les gens de ma génération, qu'il faut aller défendre le pays. Et c'est le deuxième, entre parenthèses, schisme qui va arriver après, parce que c'est la guerre de Kippour, c'est une sorte de ligne qui marque surtout les gens de ma génération, cette nouvelle attitude vis-à-vis du pouvoir. C'est-à-dire, jusqu'à la guerre de Kippour, on peut dire que c'est une sorte d'âge d'innocence, c'est-à-dire qu'on croit que toutes les choses qui sont faites par Ben Gurion pour les travaillistes, etc., c'est bien pour le pays. Et la guerre de Kippour pose de grands doutes et des points d'interrogation. Et dans quelque façon, cet acte de violence de cette guerre et sa brutalité peut-être ouvre aussi la réflexion qu'est-ce que doit être Israël, comment il peut être lié au Moyen-Orient. Alors moi, on était allé chercher avec mon ami notre unité militaire, qui était notre unité dans les services réguliers. Mais dans le chaos, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, alors je parle toujours de ce texte d'André Breton, Le hasard et le chaos, qu'il a fait dans les manifestes du surréalisme. On ne trouve pas notre unité et finalement on est placé dans l'équipe de sauvetage. Et ça, c'est la suite de l'histoire qu'on va parler aujourd'hui. Pour revenir au film, après on va passer au premier extrait. Alors, il y avait 3 phases. La première était le tournage des Super 8, qu'on va voir aussi un extrait tout à l'heure. Et après, il y avait le film de repérage, dans lequel j'étais allé voir tous les survivants de cet hélicoptère dans lequel je me trouvais, parce que l'hélicoptère était dans le 5e jour de la guerre de Kippour, c'est-à-dire le 11 octobre. L'hélicoptère était battu par un missile syrien. Et moi, j'étais dans cet hélicoptère. Mon copilote était à peu près la distance entre moi et les gens qui sont assis dans la première ligne. Et lui, il était décapité. Et le cockpit était éclaté. Et par de bonnes chances, parce que sinon, je n'ai pas eu le plaisir de participer dans le Collège de France. L'autre pilote a réussi de voler encore 3 minutes et écraser sur le côté des forces israéliennes. Alors l'événement lui-même était assez bref. Et c'est aussi le raconte avec la mort.
C'est-à-dire, un des événements les plus choquants de cette guerre, pour moi, c'était comme j'étais dans cet hélicoptère avant qu'on était touché. J'étais en train d'aider un colonel qui était très gravement blessé. J'ai mis un tuyau d'oxygène comme on a volé pour l'amener à l'hôpital. À un moment donné, dans sa poche, il y avait des séries de notes qu'il a prises très rapidement, des choses qu'il a fait, des notes pour lui d'acheter des tomates dans les marchés. Et à un moment donné, j'ai tourné, parce que ça tombait de sa poche, j'ai tourné pour ramasser cette bout de papier. Et comme j'ai fait le geste pour l'amener dans sa poche, il n'était plus là, il était mort. C'est-à-dire le passage entre la vie et la mort n'était pas dramatique du tout, qu'est dramatique par définition. Et après, je vous balance, comme on a fait les séquences précédentes, tout cet élément, c'est-à-dire ça, c'est les matières, on peut dire brutes, ça, c'est les matières biographiques. Cette fois-là, ça touche ma propre biographie. Et la question est toujours comment on peut mettre ça sur la pellicule, comment on peut articuler tout cet aspect-là faisant un film. Aussi, j'ajoute un autre aspect, c'est-à-dire le projet même d'Israël, dans le sens plus large, était de transformer l'existence des Juifs, qui ne vont pas être strictement des marchands et des intellectuels, mais ils vont être des soldats et des paysans. Et ce projet est réussi. C'est-à-dire l'Israélien aujourd'hui, il sait cultiver les déserts et ils sont des soldats efficaces. C'est-à-dire ce projet qui était, comme Gershom Scholem, le grand intellectuel, écrit dans son texte, que je vous conseille, des questions sur le mysticisme juif. Il raconte qu'à partir du 7e siècle, les tribus juives arrêtaient d'être des tribus qui combattent. Alors, ils ont été strictement des sujets d'histoire et pas des sujets actifs. C'est-à-dire, ils ont été des nomades, ils ont été poussés par les vagues d'histoire, ils ont été brûlés, discriminés, etc. Mais ils n'ont pas eu un engagement actif de donner forme à leur destin. Et le projet de création d'Israël, c'était de transformer cette question existentielle et de rendre les Juifs des gens actifs pour donner forme à leur histoire, à leur destin. Alors, moi, je suis strictement un produit de cette tendance avec l'histoire biographique, on va parler un autre jour. Et je me trouve dans cet hélicoptère, et là, 27 ans, comme Jean-Michel l'a dit, 27 ans après l'événement, c'est-à-dire l'événement 1973, et dans l'année 2000, finalement, on a fait le film. 27 ans, c'est très, très long pour réfléchir. Et c'est long, pourquoi? Parce qu'au début, tout de suite après la guerre, je n'étais pas envie de parler de cette guerre. J'étais envie de l'oublier. Alors, après, il y avait aussi la guerre des Liban, que je vous avais montré l'autre jour, un extrait que j'ai filmé, comme j'étais j'étais allé filmer un part des journaux de campagne dans la guerre de 1982. À partir de House, on a vu aussi des extraits, journal de campagne, les gens m'ont appelé toute série de noms que j'étais contre, que je parle mal des pays. Et comme je n'étais pas en train de modifier leur opinion de moi, je dis qu'ils pensent comme ça, c'est pas grave. Cette histoire, c'est une histoire personnelle, mon expérience personnelle de la guerre de Kippour. Et je ne vais pas dévoiler les vraies histoires. Et bizarrement, dans le sens dialectique, comme Rabin était élu, et comme il y avait un début de processus de paix, j'ai dit, bon, maintenant que peut-être on va avoir la paix, je vais parler de la guerre. Je vais dire qu'est-ce qu'est le prix de la guerre. Que les gens qui ont envie de faire la paix, ils vont avoir souvenir qu'est-ce que c'est la guerre. C'est une destruction d'individus,
c'est un gaspillage de toutes les ressources du Moyen-Orient, ça mène à rien. Et comme Europe, elle sait, on a parlé de ça aussi, Europe, elle sait, les grandes guerres, avec toutes les victimes, avec les destructions totales, il finit par, à un moment donné, une sorte de fatigue de la guerre, et là, la paix sort comme ça, aussi pas dramatique du tout. C'est une petite conclusion de sauvagerie. Alors, je vous raconte tout ça parce que tout ça, c'est dans le contexte, et on a parlé souvent avec Jean-Michel, le contexte de qu'est-ce qui nourrit tout ce film-là. Le nourrit, c'est un regard civil de ce pays qui me touche, mais que des fois je ne suis pas d'accord. Des fois je suis complètement opposé, mais qui mérite un cinéma fort, qui engage avec cette histoire. Et cette histoire, j'étais allé voir la guerre. Et là, on va voir un extrait qu'on a déjà vu, mais simplement pour un petit mémoire. Alors, il me semble qu'on voit beaucoup de choses dans ce plan unique, même si on pourrait dire qu'il n'est pas spécialement narratif ou dramatisé au sens habituel. On voit d'abord très, très simplement et très clairement que c'est un champ de bataille, c'est une situation particulière, mais en même temps on voit la terre elle-même, la matière de la terre et ce rapport à la terre, alors qui est ta terre natale, qui est là où tu es né, et qui acquiert une sorte de présence physique très, très riche, très, très puissante avec la manière dont c'est filmé, et simultanément avec une distance. On n'est pas dessus, on n'est pas dedans à ce moment-là. Il y a un écart, et qui donne aussi une forme d'abstraction, une abstraction. Il y a des moments où on pourrait être dans un objet de peinture abstraite, proche de la peinture abstraite aussi bien. Et pour ceux qui ont vu le film Kippour en entier, le film commence, le personnage qui te représente n'est pas architecte mais peintre dans le film, et un rapport à la fois très physique et très abstrait avec la peinture. Et enfin, pas enfin, et encore, parce qu'on pourrait vraiment en déplier juste ce tout petit passage de Kippour, on voit donc quelqu'un qui te représente, c'est l'acteur Liron Levo, qui représente ce que tu as vécu, qui est clairement ton personnage dans le film, mais on le voit en train de regarder, c'est-à-dire que tu mets en scène ton propre regard sur cette situation. Et donc, je voudrais te laisser la parole, mais en ayant souligné à quel point ce seul plan à lui-même est déjà incroyablement fécond, avec donc des choix de cinéma. Je pense qu'on peut chercher dans l'histoire du cinéma. Kippour est un film qui a une dimension biographique très, très forte, comme Amos vient de le rappeler, mais c'est aussi, on pourrait dire, un film qui appartient à un genre cinématographique, un genre très nourri, le cinéma de guerre. C'est un film de guerre, et en même temps, on pourrait chercher dans toute l'histoire du cinéma de guerre l'équivalent d'un plan comme ça, on ne le trouverait pas. Et donc, si tu peux un peu dire comment ça se construit pour toi comme cinéaste. D'abord, j'ai choisi quelqu'un beaucoup plus beau que moi, alors c'est normal. On a des photos de toi à l'époque, ça va, t'étais pas mal aussi. Bon. C'est-à-dire, une des décisions que je trouvais qu'elle était nécessaire, c'est de, toujours, comme on fait un film, de qu'est-ce que le point de vue. Ça, c'est immédiat. Dans tous les films que j'ai fait, qu'est-ce que le point de vue? Comment on place les regards? Et là, j'ai décidé dans tous les films que le point de vue, c'est le point de vue de cette groupe de garçons qui était dans l'équipe de sauvetage. Et le camarade, il ne doit jamais quitter ce point de vue. Alors, ça, c'est une phrase très facile de dire, même dans un forum si sophistiqué comme Collège de France, mais maintenant, il faut la traduire en syntaxe de cinéma, comment on filme. Ça implique que Laurent Trouchot, qui est là,
et Renato Berta, le directeur de photo, ils ont fait beaucoup de répétitions dans l'hélico, d'abord à Paris et après en Israël. C'est-à-dire comment je peux placer dans cette tout petite boîte de sardines qu'est un hélico, parce que c'est minuscule, c'est un hélico. L'hélicoptère dans lequel je me trouvais, c'est un hélicoptère qui s'appelle Bell 2005, c'est un hélicoptère de guerre que les Américains ont utilisé au Vietnam. Il est tout petit. Il faut dire qu'il y avait des pilotes, techniciens, un médecin et trois. Nous, on était trois, que notre travail, c'était de chercher des blessés, de l'amener dans l'hélico. Alors, comment on peut à la fois respecter les désirs de mise en scène et de mettre les caméras, les pilotes, les techniciens, les comédiens dans cette toute petite boîte pour ne pas quitter, pour voir cette plan-là dans laquelle Liron Levaux regarde les champs de bataille. Et c'est vraiment été des choses à la millimètre, c'est-à-dire les caméras aussi, elles fait des panneaux, parce que après on va parler de, comme toujours, comme on a parlé déjà, des stratégies de garder une bloc temporel, de ne pas interrompu, de donner un temps de réflexion, réflexion, on peut dire même / méditation, comme on regarde cette plan. Quand on regarde, on fait la réflexion en même temps, qui est différent de certains cinémas qui coupent rapidement d'un plan à un autre, exactement pour ne pas laisser ce temps de réflexion, et pour transformer le spectateur en consommateur à la place d'un interprète. Alors, là, comment on place les caméras? C'est-à-dire les cinémas comme l'architecture, d'ailleurs, c'est le sujet de la semaine prochaine. Elle doit traduire des questions conceptuelles aux termes techniques de la technologie. C'est-à-dire, c'est très bien de voir une belle idée, comment on fait un building, etc., mais comment cette toile va être soutenue, est-ce que ça va être cette bois ou un autre, etc. C'est vraiment une question d'articuler dans les détails les plus méticuleux. En plus que Renato Berta exigeait les caméras les plus grandes qu'un Panavision, c'est une caméra énorme, avec des optiques énormes, et de faire un panneau, et il avait raison, parce que c'est une très bonne caméra, appareil, on a tourné avec des pellicules, ce n'est pas une image numérique. Alors, toute cette question technique, à la fois, on doit réfléchir conceptuellement et techniquement en même temps. Et garder cette idée de mise en scène, de ne pas quitter le regard. D'ailleurs, aujourd'hui, peut-être on ne va pas avoir le temps, les scènes qui suivent cette déplin, c'est la scène dans laquelle l'hélico était touché par un missile. Et même cette scène-là, qui normalement dans le cinéma, elle est filmée d'une façon souvent, c'est-à-dire on filme avec des choses qui s'appellent blue screen, c'est-à-dire qu'on peut ajouter des images d'une façon numérique. C'est-à-dire Jean-Michel et moi, disons, on est deux pilotes, la caméra est là, derrière nous il y a un écran bleu, et après on ajoute des images d'une façon numérique. Et après on filme un tout petit maquette, on va lui faire exploser, et on coupe entre cette image-là et les images de maquette, et c'est ça que de grandes parties des films de guerre ils sont filmés. Mais moi, je dis non, je vais vraiment mettre, pour garder le principe de ne pas quitter le regard, de ne pas quitter le visage, que le visage humain devient une sorte de miroir de cette guerre, que l'expression humaine exprime qu'est-ce que c'est cet enfer qui s'appelle la guerre. Je vais trouver un système dans lequel on va mettre nous, les gens de l'hélico, dans l'hélico, on va simuler un vrai crash d'hélico. Alors, je traduis à nouveau, parce que j'ai envie de partager avec vous les procédures. J'ai trouvé un seul endroit qui était à Londres, à Pinewood, à Londres, et j'étais allé à Londres parce que c'est des gens qui font all les James Bond. C'est des films de très grand budget. Et j'ai tombé sur des Anglais adorables. Et je lui ai dit, écoute, je n'ai pas le budget James Bond, mais il a dit, oui, il y a un système, on n'utilise pas souvent, va au garage, on était allé voir dans le garage, c'est quoi? C'est un système hydraulique dans lequel
on déplace tout ce système hydraulique dans le vrai site, c'est-à-dire le Golan. Il faut l'amener au Golan. On pend l'hélico, c'est-à-dire qu'il y a le vrai paysage derrière. On bouge l'hélico, on jette des sang sur les comédiens, on explode d'une façon contrôlée. Bon, je ne vais pas vous fatiguer avec toute la logistique. Alors, on a mis sur un bateau sur le Thames River. Le bateau était allé dans le port d'Ashdod. Il y avait un grève dans le port d'Ashdod. On a presque raté le film. Après, il fallait trouver d'autres routes qu'il n'y a pas de grands ponts parce que c'est une énorme structure. On l'a amené au Golan. C'est-à-dire tout ça, c'est logistique parce que c'est comme l'ananas qu'on a vu la semaine dernière. Il faut une stratégie logistique. Ce n'est pas strictement des idées. Si on reste dans les phases des idées, on reste avec des films peut-être intéressants, mais ce n'est pas ça que j'étais envie de faire. Et en plus, que là, on met sur le Golan, finalement, ça arrive sur le Golan, les comédiens sont dedans, et ça commence à neiger. Et les gens sur le Golan, ils disent, bon, il faut maintenant évacuer le Golan. Le producteur français, il a dit, arrête avec tes conneries. Tu peux aller à Tel Aviv tranquillement, il fait chaud, on va tourner avec un blue screen, etc. Renato Berta, il cache dans la voiture, il a dit, il fait trop froid chez vous, c'est désagréable, etc. Et Laurent, mon ami, courageux, il monte avec les machinaux, il donne le bon sens aux machinaux, il crache l'hélico, et encore commence à neiger, etc. Et on tourne une fois, et tout le monde me regarde, me dit, c'est comment? Je le dis comme ça. Alors l'anglais, il l'interprète très bien, mais je dis 0. C'est très mauvais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner. On va retourner. Mais il neige, on va bloquer, le soleil va tomber, on va retourner. Et là, on tourne, et qu'est-ce qui se passe? Le soleil s'ouvre, il y a des soleils, c'est exactement correspond à d'autres scènes. Et des fois, André Breton, le hasard, le surréalisme, etc., il a raison. Alors, c'est ça, c'est-à-dire le film, il demande une certaine tenace de rester avec votre idée et d'aller jusqu'à la fin de cette idée. Et c'est ça le résultat après des films, la force des films, etc. Alors, tout à l'heure, Jean-Michel m'a dit, j'ai envie que tu parlais, si tu avais d'autres références d'autres cinéastes. C'est vrai que comme tu as dit justement, que le cinéma de guerre, c'est un genre particulier. Moi, je n'étais pas, une des raisons que je n'ai pas fait le film, parce que j'ai dit, je n'ai pas encore prêt. Mais comme le film précédent, Kadosh, c'était un film qui a eu un succès mondial, j'ai dit, bon, là, c'est le bon timing, je vais voir les moyens de faire le film. Mais je n'ai pas eu encore le courage de faire le film. Alors, dans cette époque, je travaillais avec quelqu'un très important dans l'independent cinema, qui est Samuel Fuller, qu'on a fait des pièces de théâtre. Il a participé dans des films qu'on va montrer, je crois, le 4 décembre, dans le Golem. Et Sam Fuller, un soir sur un café, il m'a dit, il faut que je raconte cette histoire que j'ai en train de vous raconter. Il m'a dit, c'est obligatoire, il faut que tu fasses le film. Et je lui ai dit, mais Sam, je n'ai jamais fait un film de guerre. Il m'a dit, regarde pas trop le cinéma, parce qu'il raconte un peu n'importe quoi, mais reviens à ton souvenir. Il m'a raconté ses souvenirs des correspondants de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que je n'ai pas regardé beaucoup, parce que souvent, c'est une des raisons que les séquences sont assez silencieuses. Souvent, le film hollywoodien, on raconte n'importe quoi, parce qu'il met beaucoup de dialogues avec des scénaristes très, très doués, mais de la guerre, c'est un chaos. C'est un chaos. Il y a les bruits d'hélicos, les bruits de bombardements, les cris des blessés. Il n'y a pas l'espace pour créer des dialogues très sophistiqués. Il y a le bruit, le silence, et aussi on est
tellement envie de rentrer chez nous-mêmes qu'on n'a pas envie de sortir de dialogues très sophistiqués. Alors, le film que j'ai trouvé, m'a dit Jean-Michel, pour répondre quand même à ta question, c'est quand même je trouvais que Kubrick, dans les 2 films qu'il a fait sur la guerre, Stanley Kubrick, Paths of Glory, Les Sentiers de la Gloire. Les Sentiers de la Gloire. Un film qui était censuré en France, comme vous savez. On a parlé de censure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler mal des militaires. Et Full Metal Jacket, qu'il a fait beaucoup plus tard. C'est des films, surtout les premières parties de Full Metal Jacket, c'est des films que j'ai trouvé une idée, que d'ailleurs je n'ai pas répété dans mon film, mais je trouvais très juste. C'est le rapport entre l'hiérarchie militaire qui est stricte et le chaos de la guerre. C'est-à-dire cet contraste entre la guerre, entre un militaire qui a quand même une structure hiérarchique stricte, avec des disciplines, et la guerre qui a une expérience complètement chaotique. À raison de plus que beaucoup de films de guerre racontent n'importe quoi, parce qu'ils nous racontent souvent de très belles groupes de chars avec de très belles soleils qui vont vers la guerre, etc. Non, c'est un chaos. Et après, la question, et là j'arrive aux prochaines séquences que je vais vous montrer, comment on peut faire une mise en scène de chaos. Parce que la mise en scène, par définition, c'est mettre l'ordre, c'est créer une certaine structure. Et là, le challenge était de faire une mise en scène de chaos. Alors, les scènes qu'on va voir maintenant, c'est une scène assez longue, mais c'est une seule plan de séquence. Et aussi un hommage à Renato Berta, qui a tourné dans son plan de séquence de 9 minutes. Elle raconte un événement qui est passé beaucoup plus tard, que le groupe de soldats essaye de sauver quelqu'un. Alors, pour toujours vous mettre en contexte, encore c'était un jour de pluie, il y avait des clouds, des nuages très lourds, et le pilote il m'a dit aujourd'hui, excusez-nous, on ne va pas voler, c'est trop dangereux. Les nuages ils sont très bas, c'est interdit à voler. Et il a fait aussi très désagréable, il a fait froid et humide, etc. J'étais allé vers le groupe de comédiens que je trouvais héroïques. J'ai dit, écoute, le producteur, il veut que je vienne à Tel Aviv. Le pilote, il dit qu'on ne peut pas voler. Alors, on ne peut aussi pas tourner aujourd'hui. Et c'est arrivé des acteurs, je rends hommage, il a dit, non, on a envie de tourner. Pour rendre les choses encore plus difficiles, j'ai dit, mais on n'est pas prêt, on n'a pas de costume de changement, c'est-à-dire si vous tombez dans le but, on ne peut pas changer. Non, on a envie de faire. OK, bon. Alors, je demandais à un assistant de dessiner une certaine zone dans laquelle il y avait l'abus, pour que les gens ne marchent pas dessus. Et maintenant, commencer le projet de mise en scène. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais toujours des haut-parleurs très très forts. D'ailleurs, on va parler de ça dans des séances. Je travaille toujours avec des haut-parleurs. Et c'est Jeanne Moreau qui m'a dit que cela aide, parce qu'avec toutes les situations de tournage, ça aide que le comédien écoute qu'est-ce que j'ai envie qu'il fasse, parce que souvent je fais la mise en scène pendant le tournage. C'est porte-voix. Oui. Porte-voix. Un micro avec amplifié. Ouais. Le seul problème, que pour les gens qui font le montage et son, c'est un chaos total, c'est-à-dire qu'ils ont la scène. Et après, ils sont partout, les voix de Amos Guitare, ils s'en foutent des voix de Amos Guitare. On veut maintenant la scène. Et là, on va parler aussi de ça, c'est-à-dire qu'à la post-production, les gens qui ont fait la post-production, ils m'ont dit, arrête, c'est même pas la peine d'essayer de reconstruire cette scène. On va faire des post-synchro dans les studios. Et moi, je leur ai dit, vous pouvez essayer, mais à mon avis, ça ne va jamais marcher. Alors, ils ont essayé et ça n'a pas marché.
Pourquoi? Parce que le contexte de chaos, de voix, etc., est tellement différent d'un studio, avec tous les efforts et les talents des comédiens, qu'on ne peut pas reproduire l'expérience. Alors ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors j'ai dit, il faut travailler comme des archéologues, c'est-à-dire de prendre les petits morceaux de céramique ou porcelaine et construire cette scène en nettoyant des voies de mise en scène. Je reviens à la mise en scène. Alors, je suis là, avec cette porte-voix amplifiée dans les scènes, avec laquelle je communique avec les acteurs pendant la scène. Après, j'ai quelqu'un à côté de moi qui commande les mouvements des chars. Et après, j'ai quelqu'un à côté de moi qui commande les explosions, les effets spéciaux. Mais ça, c'est un peu comme préparer une salade, une bonne salade. C'est-à-dire il y a les concombres, il y a des tomates, il y a des oignons. Mais l'acte même de faire les salades, les bonnes salades, il faut la faire live. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qu'on peut préméditer. Ce n'est pas une chose qu'on peut vraiment simuler. Et la force de cette scène qu'on va voir maintenant, elle est parce qu'elle est faite de ce talent de comédien, et tous les éléments qui réunissent et qui nous donnent un vrai sens de désespoir, comme on essaie de sauver quelqu'un. Alors on va regarder cette scène. Et monte un peu le son, s'il te plaît. En regardant cette séquence, j'ai envie de te demander à la fois comment tu organises ça. Tu en as déjà un peu parlé, mais on voit bien qu'il y a une sorte de stratégie. Il me semble une stratégie à deux niveaux, ce que nous éprouvons en regardant la séquence, et puis la manière dont ça va laisser des traces dans l'esprit du spectateur. C'est une séquence, quand on l'a vue, après, même si on a des souvenirs plus ou moins proches des films, ça s'inscrit. Il me semble que le travail du cinéaste, en tout cas tel que tu le fais, il est à la fois dans le sens immédiat ou les sensations immédiates, mais aussi ça creuse quelque chose, ça fait ça. Et ensuite, peut-être, si tu veux bien dire un peu comment tu travailles avec ces acteurs, comment tu travailles avec ces gens-là. J'ai vu sur d'autres tournages, pas celui de Kippour, comment tu crées autour de toi cette espèce d'intensité et d'engagement de toute une équipe, ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on ne voit pas à l'écran pendant la fabrication d'un film. Je pense que c'est intéressant pour comprendre ce que nous verrons, nous, comme spectateurs, aussi d'évoquer cette dimension-là. Non, mais je trouve que dans chaque film, il faut aller l'autre jour, je parlais de mood, de state of mind de film. Il faut créer une autre méthodologie. Chaque film, il faut créer une autre méthodologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un système rigide idem pour chaque projet. Mais c'est vrai qu'après cette séquence de parler tout de suite, c'est un peu difficile parce que ça travaille, comme tu as dit. Oui. Alors, c'est-à-dire, comme j'ai fait Kadosh, par exemple, je racontais que j'étais allé voir j'étais intéressé que les comédiens participent dans des questions de comment on compose une cérémonie religieuse, parce que toutes les religions, ils sont une sorte de procédure de bouger des objets dans l'espace, avec un certain ordre. Et ça existe dans toutes les religions. C'est-à-dire qu'il y a une chorégraphie nécessaire. C'est pas, les gens ils donnent, à mon avis, trop d'importance strictement au aspect des textes. C'est-à-dire le texte est important, mais c'est un paramètre. Le paramètre de décor, il est important. C'est-à-dire là, j'étais tourné dans le vrai site de la guerre, le Golan, qui était aussi en logistique pas très simple, c'est-à-dire que une des séquences qu'on va voir après, je tournais vraiment à 500 mètres de frontière avec la Syrie. Alors,
je peux imaginer que chaque film, il a son temps. C'est-à-dire le jour d'aujourd'hui, avec les choses féroces qui passent à la série, c'était impossible. Cette film était impossible. Alors si on a une possibilité de faire un bon travail, un travail cohérent, il faut faire. Il faut faire. L'autre jour, je montrais à Centre Pompidou un petit avant-première des films que je viens de tourner dans le tramway de Jérusalem, et que tous les films, 36 comédiens, ils sont dans cette tramway. Et c'était possible parce qu'il y avait quelqu'un qui gère ce tramway avec toutes les choses qui passent en Israël, qui est un mec éclairé. Alors il m'a laissé tourner. Peut-être dans un an, le mec va être viré. Ça va être impossible. Alors comme on a l'impossibilité de faire un film, il faut faire. Et comme la semaine prochaine, je vais parler d'architecture, alors on va parler de Walter Gropius, qui était mon père, comme vous savez, était étudiant de Bauhaus. Et j'étais allé voir le site de Bauhaus à Dessau, qui était dessiné par Walter Gropius, peut-être le building qui a eu le plus d'impact sur l'architecture du XXe siècle, avec son transparence, avec son beauté simple et minimaliste. Mais c'est aussi grâce au fait que Gropius, il a compris, le Bauhaus était déjà viré de Weimar, parce que les nazis ont pris le pouvoir à Weimar. Je fais une petite parenthèse, excusez-moi. Parce qu'après cette séquence, c'est un peu compliqué, alors je vais aérer un peu les choses. Hein? Ouais. Mais je finis avec Gropius. Alors, Gropius, il a compris que les nazis ont pris le pouvoir à Weimar. Weimar, c'est le grand ville historique, Goethe, etc. Alors, il a déménagé de Bauhaus à Dessau. Il a compris les choses qui sont en train de passer en allemand, que les nazis vont être plus et plus forts. Mais il a compris qu'il a seulement un an de dessiner et d'exécuter les bâtiments de Bauhaus, qui est maintenant plus célèbre, un des buildings les plus célèbres du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il faut que l'artiste, l'architecte, le cinéaste comprennent le contrant de son action. Il ne faut pas dire, oui, peut-être l'année prochaine, je vais voir un budget plus important. Non. Peut-être l'année prochaine, si je cherche un budget plus important pour le tramway, comme c'est un gouvernement de droite dure, elle va virer cette directeur de tramway parce qu'il est libéral, il laisse les ouvriers de tramway qui sont d'origine islamiste de faire leur site de prière, il est civilisé, peut-être le mec va être viré. Alors j'ai une occasion de faire le film de tramway, je l'ai fait, même si je dois être créative dans les limites des moyens. Bon, alors pour revenir, ferme les parenthèses. Alors, la méthodologie des comédiens. Alors, d'abord, il y a le processus de casting. Alors, j'ai quelqu'un que je travaille depuis des années, Ilan Moscovitch, qui fait des castings, qui n'est pas du tout le plus célèbre des directeurs de casting, mais il a une sensibilité humaine formidable. Aussi, il a un rapport physique presque avec les castings. Il caresse, il parle, il chatte, c'est-à-dire il met dans bonnes conditions de travailler avec eux. J'ai Lorenzo à côté de moi, Marie-Josée qui a écrit le texte, mais il n'est pas un scénariste débile qui va me dire tu as écrit cette ligne, alors il faut l'exécuter. Non, elle est curieuse comment ça va être, ce texte d'origine va être transformé dans un film. Elles suivent avec des tendresses. Parce que j'ai travaillé aussi avec des scénaristes, ils me disent mais tu as changé cette ligne-là, pourquoi tu as changé, etc. Non, je n'ai pas changé pas parce que j'ai envie de changer parce qu'il y avait des circonstances qui m'a proposé une solution qui était meilleure, c'est tout. J'ai un chef décorateur qui est génial, qui est né à Buenos Aires, alors Renato Berta, suisse-français, Lorenzo, italien, lui est de Buenos Aires, le costumière de Roumanie, etc. C'est une sorte d'espéranto d'équipe. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que de lier des racontes, c'est le film. Ce n'est pas parce qu'on a passé tous les jeunesse, on était dans la même école secondaire, pas du tout. On est obligé
de travailler à travers des éléments qui sont communs, que c'est la définition de ce projet commun. On peut être israélien, palestinien, français, etc., mais on travaille sur le film. Les plateaux deviennent les lieux de raconte de cet édifice, de cette Babel créative. Alors après, bon, je montrais le prochain extrait, ça va être le film Super 8. J'ai raconté aux comédiens mon histoire personnelle que je viens de vous raconter. Et je ne parle pas beaucoup encore. Maintenant, on lance un projet de 3 mois de physical training. Parce que c'est un film dans lequel le body language, comme vous avez vu, il est important. Et en plus que dans les films de guerre, ils sont un très mauvais raccord de blessés. Et je n'ai pas envie qu'ils vont être blessés. Il faut qu'ils soient en forme. Alors pendant 3 mois, le pauvre Ilan Moscovitch qui fait le casting et tous ces garçons qui sont en bonne forme, ils courent sur la plage avec des civières. Des civières. Oui. Et avec des gens très lourds. Et il fait des exercices physiques. Pas du tout verbal, physique. Pour que les jours que je dis caméra, ils vont être en forme, ils vont être alertes, leur corps, il va être alerte aux missions qu'il faut faire. Alors c'est strictement physique. Après que cette phase-là est finie, je commence d'organiser des racontes. Alors je le fais raconter les survivants de mon hélico. Bon, alors Liron, il parle avec moi, et Rousseau, il parle avec Uzi Cantoni, qui était mon copain, qu'on a parti à la guerre ensemble, qui après il était envie de suicider. Et le médecin parle avec le médecin, un autre, parce que le vrai médecin était mort. Et le pilote qui nous a sauvés, il explique comment il a sauvé l'hélico, c'est-à-dire, là, j'ai envie de charger leur intellect. Dans ce film particulier, d'abord le physique, après l'intellect. Et là, je sens, parce que le travail de mise en scène, c'est pas, bon, maintenant, vous avez pris par cœur ce texte, maintenant il faut jouer. Non. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de leur participation totale, comme tu as dit, Jean-Michel, et toute l'équipe dans cet édifice commun, qui n'est pas une chose facile. Après, il y a plein de questions logistiques, drôles, etc., parce que on a eu en partie des matériels militaires de l'armée, mais l'armée Tzahal, il te donne, s'il est d'accord avec le projet, alors j'étais mis en face de général, de grand général d'aviation. Son bureau, c'est-à-dire si on parle avec les gens qui sont des parachutistes, ils te montrent des plans qu'on voit chaque colline. Mais chez lui, c'est tout le Moyen-Orient, d'Algérie jusqu'à Iran, tu vois, derrière lui. Lui, il pense sur la grande échelle. Et lui, il n'est pas, d'abord, il n'était pas très envie d'aider le film. Mais je l'ai dit, moi, je n'ai pas d'hélico privé, j'ai besoin de matériel. Alors, je lui ai dit, écoute, vous avez aidé Rambo 3 et Rambo 5, mais ce film-là, il se sur terre-là. Alors, c'est votre devoir de faire part. Alors, il dit à son officier, regarde comment cette guitare, il me parle, etc. Je dis, oui, tu dois faire. Bon, alors, ils sont sortis les dossiers. Effectivement, les choses que racontaient dans le scénario, c'était exact, que j'étais dans cet hélico. Alors là, ils nous donnent une menu, comme dans un restaurant. Et l'hélico, c'est $20 000, le grand hélico, par heure. Le petit hélico, $2 000. Les chars, c'est comme ça, etc. Et le producteur en France me dit, mais Amos, c'est un film que tu fais sur la guerre, il faut que l'armée te donne sans payer. Je lui ai dit, non, moi je trouve que c'est normal, il faut payer. Je préfère de payer et pas voir l'armée dans mon salle de montage. Alors maintenant, l'armée dit, oui, mais vous savez, je vais vous faire participer un peu des problématiques de faire un film, même si ce n'est pas le grand art seulement. Après, l'armée, il dit, OK, mais
On a cette char-là, tu as payé par le menu, ok, mais par les lois, on ne peut pas que les gens qui font le service militaire travaillent sur le film. Et je dis pourquoi? Je dis parce que si quelqu'un est blessé sur le film, la maman de ce garçon blessé ne va pas dire qu'il n'a pas été dans l'armée pour retourner dans un film. Je dis, vous avez raison. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je n'ai pas un permis de conduire des chars. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il dit, bon, on fait un bureau, il y a quelqu'un de l'armée, quelqu'un de la production, et on appelle les gens de l'armée des réserves. Est-ce que vous êtes d'accord de participer dans un film, de toucher un salaire? S'il dit oui, on passe le téléphone. On passe le téléphone voilà, le téléphone. Le téléphone à les personnes à côté. Et comme ça, on a assemblé un petit groupe de chars de 300 personnes, qui était d'une façon éclectique. Après, j'ai fait un speech comme ça de motivation de ces 300 personnes. Mais je rentrais à la maison tout seul, je dis, c'est bien gentil, mais moi, je ne peux pas donner de commandes aux chars, je n'ai jamais fait ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, Breton, Lazare, j'ai fixé quelque chose dans mon appart à Tel Aviv, et la personne qui a fait le travail, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais normalement? Il a dit, écoute, j'étais en chômage, mais je suis colonel de chars. Alors, je lui ai dit, bon, ça tombe très bien. Est-ce que vous pouvez siffler à tout votre bataillon? Et je vais les prendre, parce que moi, je ne peux pas. C'est toi qui vas être à côté de moi. Bref, toute cette chose-là. Et après, effectivement, il y avait cette expérience, première expérience. Il faut toujours revenir à souvenir de la guerre. Et cette expérience était basée alors sur ce tournage que j'ai fait comme j'ai fait de la guerre. Et comme je vous avais raconté, j'avais un petit caméra Super 8 que j'ai pris avec moi à la guerre. Et avec cette petite caméra Super 8, qui aujourd'hui, je dis qu'elle m'a sauvé la vie intellectuellement. Pourquoi? Parce que j'étais dans cet hélico. Et j'ai fait le travail d'aider les blessés, de l'amener aux hôpitaux, etc., peut-être aider à sauver quelques-unes. Mais en même temps, j'ai filmé, des fois, des choses abstraites qu'on va montrer maintenant, des visages, des textures de la terre. C'est-à-dire cet aspect mental qu'à la fois je suis à l'intérieur de cette situation, mais en même temps je suis envie de tout de suite de laisser une trace, comme tu as dit, d'articuler les choses que je vois. C'est-à-dire je ne suis pas complètement consumé par l'événement que j'ai en train de faire part, de participer. C'est-à-dire la caméra devient une sorte de shield, une sorte de protection mentale, de bouclier de ce garçon de 23 ans, qui à la fois il fait tout le travail pour sauver les gens, mais en même temps il utilise la caméra comme un bouclier pour que son cerveau reste encore intact. C'est-à-dire l'exercice même d'être à la fois à l'intérieur et extérieur de cet enfer, peut-être il m'a fait différent que mon ami qui est un ami proche, qui était quelqu'un de très sensible, qui après la guerre, il a décidé de tuer dans toute une série de circonstances. Alors il reste aussi des traces. Et avant de vous montrer, je vais vous raconter, parce qu'aujourd'hui on raconte des histoires comme ça, qui initié un peu ce projet de film, des films qu'on vient de voir, le film de fiction, qui 20 ans après la guerre, un des survivants appelait ma mère. Moi, j'étais en France dans cette époque. Il a dit, écoute, ce sera gentil si finalement Amos, il me montre le célèbre Super 8 qu'il a filmé, parce que ce garçon, il a perdu un pied dans le pied était coupé dans l'accident d'hélico.
Alors, c'est bien qu'il me montre cette Super 8. Et ma mère, qui est une fille prudente, comme vous avez vu avec la lecture de Jean Moreau, alors elle dit à cette garçon, mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faisiez? Parce qu'elle savait, dans cette époque, que je fais des films politiques. Elle lui dit, je suis un private detector. Comment on dit? Détective privé. Détective privé, oui. Alors, comme quelqu'un de très prudent, alors elle dit, bon, dans ce cas, va l'y trouver toi-même. Ferme le téléphone. Et c'est fini. Alors lui, il m'a trouvé, comme ce n'était pas un mauvais détective privé. Il m'a dit, est-ce que j'ai le droit finalement de voir les Super 8? Et j'ai répété, je lui ai dit, j'ai pris un café avec lui, je lui ai dit, Tsaki, tu sais quoi, j'ai continué les démarches de ma mère, trouve tout le monde qui restait vivant. Et là, c'était la base des premiers films qu'on ne va pas voir ce soir, mais qui existe, s'appelle Souvenirs de guerre, dans lequel j'ai suivi, effectivement, c'est un film que j'ai fait 1994, parenthèse, un an avant l'assassinat de Rabin, le grand espoir de paix, j'ai fait ce film-là, et 6 ans plus tard, je vais faire Kippour. Alors on va faire un petit extrait. Jean-Michel préfère qu'on va d'abord l'image, l'ombre de l'hélico, qui va nous rappeler un plan qu'on a vu, et après on va voir la veste. On va voir un petit morceau, pas tout. Il n'y a pas de son. C'est strictement le Super 8. C'est la chose que j'ai tourné, le vrai Super 8 de la guerre. On a voyagé depuis l'hôpital. On a fait tout le temps l'aller-retour entre l'hôpital et la fronte. D'ailleurs, quelque chose qui était... Et là, on prépare pour un sauvetage par mer d'un pilote. Et comme j'avais quelques minutes, j'ai fait quelques images comme ça. Alors, vous voyez que l'histoire d'ombre, d'hélico sur le terrain, c'est déjà... Qu'on va revoir dans Kippour, dans le film de fiction. Bon, alors peut-être parce qu'on a pas mal parlé. On passe tout de suite au deuxième. Et là, bon, c'est un autre morceau que j'ai fait par Super 8. Et là, bizarrement, après la guerre, la chose que j'ai fait, j'ai mis la veste qui était la mienne et je l'ai filmée. Et je ne sais pas pourquoi, avec les taches de sang. Et ça, c'est un petit sticker qu'ils sont mis dans notre tête comme on était évacué. Si jamais on est mort, alors il y a un chiffre, voilà, 705.
Oui, ça, je me souviens qu'il avait la pluie, la première pluie après la guerre. Et ça m'a mis cette chose très simple, un plan émotion. C'est-à-dire que le cycle de nature continue. Bon, Laurence, OK. Je rappelle quand même, on est au Collège de France, qu'un des textes les plus célèbres de théorie du cinéma, du grand théoricien allemand Siegfried Kracauer, compare le cinéma au bouclier d'Athéna qui fait reflet et intermédiaire du regard de Méduse et qui empêche d'être pétrifié et d'être détruit par la réalité. C'est exactement l'image que tu viens d'employer, celle du bouclier, et qu'on peut dire de ce point de vue-là que avant la guerre, il y avait un jeune architecte, et quand la guerre de Kippour a lieu, tu vas devenir un jeune cinéaste à travers à la fois l'expérience que tu vas vivre et le fait d'avoir eu cet usage de la caméra à ce moment-là. Peut-être c'est intéressant de voir comment quel processus commence à ce moment-là, qui va mener jusqu'à 1981 et House, qui est ton premier film officiel, mais en fait tu as fait des choses et des choses qui sont séminales, qui vont se retrouver, se redéployer ensuite dans les films plus construits, des longs métrages, etc., dans ta carrière de cinéaste proprement dit. Je dois répondre, c'est ça? Ouais. Non, juste parle un peu, si tu veux bien, de ce que tu fais avec la caméra dans les mois et les années qui suivent ce moment-là, parce que c'est là que tu as commencé vraiment à t'en servir. Non, alors, effectivement, comme tu as dit, c'est-à-dire la guerre, c'est 1973. House, qu'on a montré la semaine dernière et la semaine précédente, c'est 1980, c'est 7 ans. C'est long. C'est-à-dire, j'ai continué par une sorte d'inertie, de l'école d'architecture. J'ai fini mes diplômes d'architecture au Technion à Haïfa. J'ai eu une bourse pour faire un master, un doctorat aux États-Unis. Moi, je crois que c'était un complot encore de ma mère qui veut m'exporter le plus loin possible, tu vois, que je ne vais pas monter sur un autre hélico. Et Berkeley, c'est comme j'ai raconté l'autre jour, c'était très stimulant parce que c'est la raconte avec des grands intellectuels, d'ouverture d'esprit à une université assez ouverte. C'est-à-dire, moi j'ai fait un doctorat d'architecture, mais comme je racontais la semaine dernière sur Ananas, j'ai pris des classes d'économistes marxistes sur le tiers-monde, des questions de Paul Feyerabend sur les méthodes de recherche, Against Method, des dernières de Frankfurt School, sur la culture de masse, c'est-à-dire c'était une chose très complémentaire, et plutôt de réflexion, de lire des livres dans une circonstance complètement agréable, avec de bons climats, avec la belle Berkeley. Et c'est-à-dire le processus, Jean-Michel, était assez lent. C'est-à-dire, je crois que c'était bien. Je n'ai pas senti la nécessité que souvent j'ai un peu pitié, même des gens qui finissent l'école de cinéma, maintenant il faut faire un film, il faut aller au Festival de Cannes. C'est-à-dire, j'étais nourri, j'ai rempli mon bagage avec plein de légumes et fruits différents, qui vont nourrir dans les continuités et surtout de mettre en contexte les choses que j'ai en train de faire. C'est-à-dire, si je fais ananas, et comme j'avais une certaine connaissance de
intellectuelle des questions, je peux situer après le travail que je fais dans certains contextes. Ce n'est pas strictement les cinéastes professionnels dans le mauvais sens de ce terme. Et aussi, comme je n'ai pas passé même pas 1 heure dans l'école de cinéma, j'ai gardé une attitude plutôt ouverte et originale au cet médium que je commençais à aimer plus et plus, qui correspondait à mon désir d'exprimer sur des questions que je trouvais nécessaires. Alors, 7 ans plus tard, j'ai fini mon doctorat, j'ai rentré en Israël, j'ai fait House, et on a parlé beaucoup de House, alors je ne vais pas répéter. Mais lorsque tu tournes, et qui va mener ensuite vers ton cinéma, celui que nous connaissons, il y a énormément, comme on vient de le voir par exemple avec la veste, ce qu'on pourrait appeler des images abstraites, en tout cas des images pas narratives, des images qui donnent plutôt des sensations que des récits. Et ça m'a beaucoup frappé l'autre jour quand on a discuté pour préparer cette rencontre. Tu disais, la guerre, ce qu'il faudrait, c'est que les gens puissent sentir les odeurs. Et je pense que tu fais un cinéma qui, d'une certaine manière, cherche à retrouver ce genre de choses en étant passé par l'abstraction, par des choses qui ne sont pas descriptives ou dramatisées sur le sens narratif, mais qui qui donnent de la présence, et que c'est peut-être le chemin qui va de cette veste-là au film long-métrage Kippour. Je crois que tu as raison. Mais aussi, toujours, il y a aussi un projet civil. Et je répète, c'est-à-dire, regardons la guerre pour ne pas la répéter. C'est-à-dire, il faut que le cinéma, qui est un médium très fort, fait son travail, il laisse des traces pour rappeler qu'est-ce que c'est la guerre. Que les gens qui rigolent avec les idées qu'ils peuvent envoyer des chars, etc., et réfléchissent. Si l'art elle a un impact, il a toujours un impact à travers des mémoires, ce n'est pas un impact direct, ce n'est pas une chose qui va changer. Et après, il y a, comme tu dis, tout le travail iconographique, c'est-à-dire à la fois, il y a toutes les représentations de la guerre, il y a par les grands peintres, on peut commencer par Uccello et des autres, mais on peut aller jusqu'à Beuys, que d'ailleurs, après que j'ai filmé moi-même ma propre veste, j'ai compris comment Beuys, il a travaillé sur sa veste de pilote de Luftwaffe comme un objet. C'est-à-dire, il y a toujours les recherches de comment on peut matérialiser le raconte avec le destin. Comment on peut les transformer, donner une sorte de forme. De toute façon, je crois que dans les questions d'abstraction, c'est une question qui m'intéresse beaucoup aussi. Un des séances qu'on va faire, le rapport entre la littérature et le cinéma. C'est-à-dire que on va parler des travaux que j'ai fait sur le texte d'Aaron Appelfeld de Tzili. C'est-à-dire que la littérature est toujours... C'est-à-dire le cinéma doit jamais, à mon avis, doit avoir jamais un rapport illustratif aux littératures. Le son, il ne doit jamais être un rapport illustratif aux images. C'est des séries d'agents autonomes qui font un travail d'interprétation. La musique, elle doit aussi, elle peut être ajoutée, elle devient une forme d'interprétation, pas d'illustration. Et dans la littérature, c'est très clair que, c'est-à-dire le vrai travail, c'est de rendre les choses plus abstraites. Parce que comme je lis un texte, si je décris la scène ici, je dis il y a un grand auditorium, Collège de France, des quantités de gens, des couleurs de leurs vêtements, etc. Mais si on lit le texte comme lecteur, notre cerveau peut balader, il peut habiller ce texte avec des formes différentes.
Le cinéma, peut-être son pouvoir et son handicap, il devient tout de suite concret, c'est une photo. Alors, c'est vous. Alors, comment je peux prendre un texte et je le rendre de qualité abstraite par transposer au cinéma? Comment je peux prendre un événement comme Kippour et lui donner une valeur, on peut dire universelle, pas strictement israélienne, qui est le bel geste du Festival de Cannes en 2000, c'était que le grand cinéaste, le plus grand cinéaste peut-être du monde arabe, Youssef Chahine, a décidé de faire hommage à ce film. Il était au Festival de Cannes la même année, il était allé avec tout ce groupe de comédiens pour monter le tapis rouge avec nous, pour dire que même si la guerre était entre la Syrie, l'Égypte et Israël, nous, les cinéastes, on est dans le même côté. On n'est pas dans le côté opposé. Et bizarrement, ce petit geste d'un collègue cinéaste arabe égyptien m'a montré que c'était réussi, que la démarche était réussie. Alors, comme je sais que c'est 12h30, et on a préparé un autre extrait si vous voulez rester encore quelques minutes. C'est l'extrait dans lequel, et avec ça on va terminer avant la semaine prochaine, dans lequel on va parler d'architecture et cinéma. Alors que je dois répondre à partir de ta question, passage architecture-cinéma, à ton absence. Et là c'est une scène elle occupe aussi des questions de sauvetage depuis un bunker. Et cette scène, j'ai envie de vous montrer parce que le rôle principal de cette colonelle qui était dans les scènes précédentes qu'on ne va pas montrer parce qu'on n'a pas le temps, qui était très macho, qui a dit on va gagner contre tous les Arabes, etc. Là, il est obligé d'aller chercher ses blessés. Alors, là, c'est un hommage que j'ai fait à un de mes comédiens, Julian Omer, qui est un fils d'une mère juive et un père palestinien, qui était assassiné dans le camp de réfugiés de Jenin, parce qu'il a fait un groupe de théâtre qui s'appelle le Freedom Theater. Moi, j'étais allé lui suivre dans un des films de commentaires, Julian Omer, qui était un formidable acteur plein pouvoir, et on va finir aujourd'hui avec cette image. Le groupe du théâtre de Jenin vient en France pour jouer la semaine prochaine. San Giuliano. Ouais. Voilà, je crois que... Alors, on se voit la semaine prochaine, on va parler de la paix.